Alors, nous commençons aujourd'hui un nouveau thème en histoire qui porte sur l'État à l'époque moderne avec l'exemple de la France et celui de l'Angleterre. Donc le premier chapitre porte sur l'affirmation de l'État dans le Royaume de France et nous commençons par le règne de François Ier qui commence en 1515, donc début du XVIe siècle, jusqu'à la fin du règne de Louis XIV en 1715. Vous voyez la succession des rois dans cette période sur la chronologie ainsi que les principaux événements dont nous allons parler. Alors, lors de l'avènement de François Ier en 1515, en fait, il faut savoir que le royaume de France ne correspond pas complètement au domaine royal. Le domaine royal, c'est ce que vous avez en bleu sur la carte. C'est l'ensemble des terres et des droits qui appartiennent directement au roi. Et en fait, les autres territoires qui sont en blanc sur la carte sont composés de fiefs, donc ce sont des territoires aussi, mais qui appartiennent non pas au roi, mais à de grands seigneurs rivaux ou alliés du roi éventuellement. Alors, au cours de l'époque moderne, justement, les rois, les monarques successifs vont étendre progressivement le domaine royal en utilisant des moyens comme la guerre, bien sûr, contre les seigneurs qui détiennent les fiefs, mais aussi en utilisant le jeu des mariages et des héritages. Donc là, vous avez l'étendue du domaine royal en 1515 et progressivement son extension, donc d'abord sous François Ier et Henri II dans le début du XVIe siècle. Donc par exemple, la Bretagne, elle a été rattachée par mariage. Euh, voilà. L'extension sous Henri IV, sous Louis XIV, donc vous voyez que là, le royaume commence vraiment à correspondre pratiquement entièrement à l'étendue du domaine royal. Par ailleurs, donc les rois renforcent également leur pouvoir en organisant justement sur leur domaine, puisqu'ils ont l'autorité seulement sur leur domaine, un véritable État, mieux contrôlé et centralisé, en donnant progressivement à la monarchie son caractère absolu qui atteint son apogée sous le règne de Louis XIV. Alors, la problématique de notre chapitre, comment l'État s'est-il construit et progressivement affirmé en France durant l'époque moderne? L'État, la monarchie absolue, le royaume de France, tout ça, ce sont des notions qu'il faut bien maîtriser. Et donc pour le premier exercice, je vous avais simplement donné pour le grand 1, donc l'affirmation de l'autorité royale et la construction de l'État à la Renaissance, une vidéo à voir sur le site de la BNF. Et à partir de cette vidéo, donc bon, je vous avais mis un texte à trous sur Pronote, mais il s'agissait surtout de comprendre et d'expliquer le contexte politique, économique et social du Royaume de France au moment de l'avènement de François Ier, que vous avez là sur cette image, seul en majesté. Pardon. Alors, ce qu'il faut retenir surtout de cette petite vidéo que je vous invite à revoir si vous avez un petit peu oublié, c'est que d'abord, en 1515, le Royaume de France est plutôt en bonne santé économique, puisqu'on n'a plus ces grandes crises du Moyen Âge liées aux guerres, aux épidémies, comme la peste noire, aux famines, etc. Il y a 18 millions d'habitants, pratiquement l'ensemble des habitants, enfin 85% des habitants sont agriculteurs, paysans. Sur le domaine royal, le roi François Ier donc engage d'importantes dépenses pour renforcer son pouvoir. Il dépense beaucoup d'argent pour faire la guerre, il conclut des accords diplomatiques et pour ça, donc, il a besoin aussi de revenus. Donc pour avoir des revenus, mécaniquement, il augmente aussi les taxes, comme donc, vous avez deux taxes importantes à cette époque. La taille, c'est un impôt qui est payé par ceux qui travaillent, donc essentiellement par les paysans, et la gabelle, l'impôt sur le sel, qui est une sorte de TVA un peu sur le sel. Et en plus de ça, donc François Ier crée aussi des droits de douane sur les exportations et les importations. Donc il modernise la perception de l'impôt, il la centralise et ça permet aussi d'alimenter comme ça ses revenus, de pouvoir faire la guerre, de pouvoir dépenser, affirmer son pouvoir. Donc c'est un cercle qu'il faut bien retenir parce que ça va être le cas pour tous les rois jusqu'à Louis XIV. Mais le renforcement de l'autorité royale passe aussi par la diffusion de son image, qui circule par exemple à travers les pièces de monnaie. Donc il y avait
un exemple ici d'une pièce de monnaie de l'époque de François Ier. Et vous avez aussi l'emblème royal, la salamandre, le symbole du pouvoir sur le feu. Alors, on le voit ici, hein, après, sur le début de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, euh, qui se retrouve un petit peu sur toutes les boiseries, sur les murs des châteaux, sur les enluminures, les reliures des manuscrits, etc. Les portraits royaux, donc par exemple, comme vous avez page 158, qui représentent le roi comme l'arbitre des décisions de l'administration. Vous avez aussi le fait que le roi a donc choisi ses ministres et ses conseillers, comme ce n'était pas forcément le cas avant, hein, comme le connétable, le ministre de la guerre et le chancelier, le chef de la justice. Et à cette époque, il multiplie aussi les officiers qui sont au service du roi, qui sont au service du royaume. Donc l'administration gagne en efficacité et le royaume est mieux contrôlé. Donc le roi a plus de pouvoir puisque son pouvoir est plus efficace. Et donc il s'impose progressivement face aux pouvoirs seigneuriaux encore très puissants quand même à l'époque. Voilà, bon, à peu près ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Alors, parmi les acteurs royaux, donc ce qu'on a vu aussi, c'est que la diffusion imprimée des actes royaux prend un essor spectaculaire à la fin du règne. Et parmi ces actes royaux, le plus célèbre, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui est donc une étude importante à voir dans ce chapitre, parce que c'est l'ordonnance qui a fait du français la langue officielle de l'administration et du droit, en lieu et place du latin. Et c'est le même texte, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui impose aussi au clergé d'enregistrer les naissances et donc de tenir à jour un registre des naissances et des baptêmes. Donc c'est le début de l'état civil en France. Et c'est pas rien, puisque c'est le premier pays au monde, la France, hein, où s'enregistre ainsi la filiation. Alors justement, c'est l'objet du PPO ensuite, en vous appuyant sur la page 156 du manuel, où vous avez donc un extrait de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, c'est une ville qui a été signée en 1539. Eh bien, il faudrait expliquer quels sont les objectifs de François Ier en promulguant cette ordonnance. Donc, vous aviez un certain nombre d'articles, l'article 1, le 51, le 110, le 111. Donc, ce qu'il fallait surtout voir, et ce qu'on a déjà plus ou moins dit, mais ce qui est confirmé par ce texte, c'est que l'ordonnance de Villers-Cotterêts est destinée à réformer l'État, en modernisant le fonctionnement de l'administration de la justice royale. Réformer l'État, donc, d'une part. Il s'agit d'établir une justice royale unique pour tous les sujets du royaume, en interdisant, par exemple, les tribunaux ecclésiastiques qui existaient. Donc les membres du clergé n'étaient pas jugés sur un même pied d'égalité que les autres sujets du roi. Donc le roi devient comme ça l'arbitre suprême pour l'ensemble de son peuple, l'ensemble de ses sujets. Ça rejoint aussi l'idée qui s'impose à cette époque selon laquelle le roi tient son pouvoir de Dieu. Et là, on passe à cette idée de monarchie de droit divin. L'ordonnance impose aussi au clergé de tenir des registres paroissiaux qui doivent permettre de connaître la date de naissance et de baptême de chacun de ses sujets. Donc ça permet ensuite d'établir des règles plus précises sur l'âge du mariage, par exemple. Ça, c'est pas rien non plus, puisque quand on savait pas à quelle date était née une jeune fille, on ne pouvait pas dire si elle était trop jeune ou pas pour se marier. Pareil pour les garçons. Et enfin, l'ordonnance de Villers-Cotterêts impose l'utilisation de la langue française pour toutes les procédures. Donc l'objectif, c'est d'unifier le peuple en l'obligeant à maîtriser et donc à partager une seule et même langue. C'est pour ça que c'est important aussi. Ça permet donc une communication plus fluide à travers le royaume en évitant les litiges liés à l'incompréhension des lois royales sur l'ensemble des provinces. Quand on avait une nouvelle loi, en province, on ne pouvait pas dire ah bah non, je comprends pas, je comprends pas le latin, ou moi je parle que mon patois. Non, puisqu'à partir de maintenant, de 1539, tout le monde doit maîtriser le français. Donc personne, du coup, ne peut contester l'autorité du roi ou lui désobéir sous prétexte de ne pas le comprendre. Alors pour faire le bilan de ce grand 1, donc on peut dire qu'à la mort de François Ier, le royaume de France connaît une relative prospérité économique et un essor démographique important, parce que ça va ensemble en général, hein.
Le domaine royal s'est agrandi, l'autorité du roi est renforcée, notamment grâce à la guerre. Alors, on n'a pas beaucoup parlé des guerres de François Ier, mais il a fait, par exemple, les guerres d'Italie face à Charles Quint, son grand ennemi, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, mais aussi par d'importantes réformes de l'administration. Et par contre, il reste aussi d'importantes limites à cette autorité. Et donc, c'est là que je vous inviterai à lire le paragraphe C, page 151, que je vous ai remis ici, mais qui est dans le manuel, puisque donc l'autorité royale est quand même fortement limitée, hein, même si on est vers la construction de la monarchie absolue. Le territoire reste difficile à contrôler, le mauvais état des routes, et puis le fait qu'on n'a pas encore, même si François Ier a multiplié les officiers, ils sont pas encore assez nombreux en province pour être vraiment efficaces. L'autorité du roi se heurte aussi à de contre-pouvoirs, et notamment celui des parlements. Donc là, il faut que vous alliez voir aussi la définition du terme parlement, puisque ça correspond pas du tout à la définition qu'on en a aujourd'hui. Donc attention, hein, c'est pas le même parlement qu'on connaît actuellement. En fait, les parlements, à ce moment-là, ce sont des cours de justice hein, qui jugent en son nom, qui enregistrent également ses édits, ses ordonnances, et qui peuvent faire usage à ce moment-là d'un droit de remontrance, c'est-à-dire qu'elles peuvent suggérer au roi de modifier la loi. Donc, les parlements, en fait, sont aussi des instances d'opposition ou de limitation de la puissance du roi. Donc souvent, quand on parle de monarchie absolue, on oublie qu'en fait, même lors des moments les plus forts de la monarchie absolue, il restait quand même cette instance de limitation, ce qui s'est ensuite un petit peu affaibli, mais voilà, face au pouvoir du roi. Alors, les réformes royales, elles suscitent aussi de vraies résistances dans la population. Au nom des coutumes, des privilèges antérieurs, le roi n'impose pas non plus comme ça du jour au lendemain une réforme, une loi. Ça passe par quand même un certain nombre de résistances et ça passe beaucoup de temps. Et on le voit à travers des écrits comme ceux de la Boétie, par exemple, dans le discours de la servitude volontaire qui est paru en 1576 et qui se livre là-dedans à une sévère critique de la tyrannie royale. Donc voilà pour le Grand 1. On verra ensuite l'État royal face à d'autres formes de contestation, des contestations religieuses d'abord et puis politiques ensuite.